Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a un peu moins d'un an, j'avais le privilège de faire la première avec Daniel Manjas pour vous. Il s'avère que Daniel a trouvé le moyen de se dire que c'était sympa de manger un peu de camembert et que Valentin Ferrand ayant gagné le Paris Camembert aujourd'hui, il était en train de distiller toutes ces informations et malheureusement il n'est pas avec moi ce soir. Donc on aura une pensée toute particulière pour l'une des voix les plus connues en France. Donc je tiens à le remercier Daniel, car ce soir il me laisse tout seul. Ceci dit, c'est un exercice auquel je vais prendre plaisir une nouvelle fois à vous retrouver. Merci Marc, une nouvelle fois de te retrouver. On aura ce duo ensemble. Mais avant, mesdames et messieurs, de commencer, on va déjà se remémorer et prendre vraiment beaucoup de plaisir à voir le teaser de cette édition 2023. Laisse-moi te dire une chose à propos de cette course. Elle est en France, en Bretagne, et s'appelle le Tour du Finistère. Ceux qui y participent sont tous des champions très vaillants. Mais les plus méritants, ce sont tous les partenaires, les sponsors qui permettent à cette épreuve de vivre depuis 37 ans. Et tout ce que j'espère, c'est qu'elle continue sa route, car elle le mérite amplement. Mais c'est encore beaucoup plus que ça. Car ça donne aux gens qui la regardent une belle raison de vivre. Le Tour du Finistère est devenu un des plus éminents rendez-vous bretons qui, chaque année, réunit des champions internationaux pour une journée cycliste unique en son genre. Ces équipes engagées viennent d'Espagne, de France, du Danemark, d'Italie, de Belgique et parfois d'autres continents qui tous veulent découvrir la rareté de la région ainsi que la difficulté de son relief et la passion de son public. Dessiné sur un parcours varié et attractif de 196 km, parcourant un grand nombre de localités, il est un défi sportif qui soumet ses concurrents à un spectacle inoubliable qui offre au public un défilé coloré et passionnant. Il est également pour les partenaires, les sponsors, les annonceurs, une vitrine exceptionnelle pour offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs une occasion unique de découvrir l'âme d'une région et la richesse de son bassin d'entreprise. Comme tout spectacle sportif en plein air, il demeure le vecteur le plus naturel de l'exaltation de l'exploit cycliste associé à la beauté du Finistère Sud et de ses monuments. Après avoir traversé toutes les crises, tous les dangers d'une société soumise aux incertitudes économiques, climatiques ou de santé publique, elle est un défi permanent aux aléas de l'existence et reste la preuve qu'il y a toujours la place à l'enthousiasme, à l'espérance, à la victoire. Beaucoup de grands champions ont goûté aux vertus de cette épreuve et génération après génération, nous devons continuer à proposer un terrain à la hauteur de leurs ambitions qui est aussi devenu la nôtre pour qu'ensemble, institutions, partenaires, annonceurs, encadrements sportifs, nous continuions à raconter la formidable histoire du Tour du Finistère cycliste. Nous comptons sur vous pour remplir les pages de ce récit, car quoi qu'il arrive, il y a toujours des vainqueurs à la fin. C'est lui, c'est nous, c'est vous. Mesdames et messieurs, le teaser du Tour de Finistère 2023. À côté de notre président du comité d'organisation, nous allons retrouver Monsieur David Caille, directeur des services humains et de la communication du Crédit Agricole du Finistère. Merci. Bien sûr, vous pouvez vous échauffer les mains, vous avez bien réussi ce teaser. Avec Madame Isabelle Assy, maire de Quimper, présidente de Quimper, Bretagne occidentale. Et Madame Emmanuelle Tournier, vice-présidente du conseil départemental délégué au sport, aux associations et à l'économie sociale et solidaire. Alors David, nous sommes dans vos locaux. Donc nous allons prendre plaisir déjà à écouter votre douce voix pour démarrer cette soirée partenaire. On est dans mes locaux, on est dans les locaux du Crédit Agricole du Finistère. Ravi de vous accueillir. Je dis on est dans mes locaux, ça fait 6 semaines que je travaille ici. C'est pas mal. Pas tout à fait mes locaux encore, mais en tout cas, ravi d'être là, ravi d'être au Crédit Agricole.
Je vous parle de moi une seconde, mais en fait, je viens de chez LCL. Donc, comme on parle de vélo, ça tombe pas mal. J'y ai passé 3 ans récemment, là, avant d'arriver ici. Et puis, moi, je viens de la France des Critériums, en fait, hein, du bol d'or des Monédières. Je suis corrézien. Donc, je viens de cette France où, quand on est petit, en fait, c'est la bagarre entre les casquettes orange avec une visière opaque ou les casquettes blanches et vertes avec une visière transparente verte. Voilà, et c'est un peu comme ça déjà qu'on choisit son camp il y a quelques années. Voilà, c'est pour les plus acharnés de vélo d'entre nous, c'est le temps des Clavirola, mon époque du vélo. Voilà. Alors, je suis très content d'être ici et je vais essayer de faire court. Vous devinez que c'est pas mon style de faire court. Mais juste en disant pourquoi c'est important qu'on soit sponsor et partenaire de cet événement. D'abord, je crois parce que c'est quand même le plus grand sport individuel collectif du monde. Et que pour le DRH que je suis, ça porte des valeurs qui sont très importantes. Et il est collectif à 2 titres. Il est collectif parce que c'est un sport d'équipe. Et puis il est collectif parce que c'est un sport qui rassemble beaucoup. Et qui le fait d'autant plus que c'est probablement le dernier sport gratuit au monde aussi, hein, pour celui qui a une glacière et un peu de volonté. On peut passer quand même un moment important. Voilà. Et puis, c'est aussi, et c'est dans notre ADN, un sport qui permet de découvrir les territoires, découvrir les hommes et les femmes qui le font. Et donc, à ce titre-là, le Crédit Agricole du Finistère est très fier d'accompagner cet événement. Voilà. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Monsieur Dalucat, directeur des ressources humaines et de la communication du Crédit Agricole du Finistère. Bienvenue. Merci. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Isabelle Assy, maire de Quimper. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Que dire si ce n'est l'attachement de la ville de Quimper à ce Tour du Finistère, 37e édition, c'est incroyable en fait. Je ne réalisais pas que c'était un événement inscrit depuis si longtemps dans notre paysage. Et ça dit tout l'attachement des communes, particulièrement, à cet événement. Et donc, je tiens à redire notre attachement autour du Finistère. C'est vrai qu'il y a eu une transition à opérer, mais elle est bien opérée. On pense à Jean-Paul. Mais Marc, vraiment, tu as su reprendre le flambeau d'une manière extrêmement constructive, dynamique, avec toute l'équipe et avec un regard nouveau. C'est intéressant aussi. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble pour toujours maintenir l'attrait de cet événement. L'année dernière, donc sur l'édition 2022, c'était la première édition à laquelle je participais en tant que maire de Quimper. C'était un honneur. Et même si on a eu d'autres éditions, notamment de passage du Tour de France sur la ville de Quimper, à chaque fois, il y a un engouement énorme. C'est vrai, vous le disiez, ça attire les foules. C'est aussi un événement qui est accessible à tous, puisqu'il n'est pas payant pour aller voir le spectacle. Et ça, c'est important. Mais il y a toujours une vraie passion pour le vélo. Moi, je ne peux pas dire que je pratique beaucoup. Surtout que je suis même en train de me demander si je vais pouvoir faire un tour de pédalier après m'être rompu les ligaments croisés. Donc je suis plutôt extrêmement admirative. Mais voilà, j'apprécie beaucoup de voir toutes les générations aussi intéressées par le cyclisme et le Tour du Finistère en particulier. Et puis il y a un lien fort avec le fait qu'au niveau des politiques publiques, on est quand même sur un souhait de favoriser l'usage du vélo et donner comme ça des repères, le rêve pour toutes les générations, pour les plus jeunes, sur vraiment l'usage professionnel et de performance du vélo. Ça me semble être porteur aussi pour la diffusion et ces transitions en termes de mobilité. Donc on coche toutes les cases, quoi, toutes les cases feu vert et très très vert. Et puis je terminerai par l'attractivité de l'événement pour notre territoire. Enfin, là, on voit le teasing. C'est toujours montrer des belles images de notre Finistère auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Et plus on le montre, plus on donne envie aux gens de venir, de fréquenter. Et puis, c'est du lien social. Donc,
voilà, un très très bel événement et puis un fort attachement de la ville de Quimper. Je salue ma collègue Christelle Quéré qui est adjointe aux pratiques sportives et qui s'y connaît nettement mieux que moi en termes de vélo. Je salue Ludovic Jolivet qui était au moins tout aussi attaché que moi. Je crois même pouvoir dire carrément plus puisque le vélo c'est aussi ta pratique. Et voilà, ça traverse nos mandats comme un incontournable. Voilà. Bravo, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Emmanuelle Tournier, vice-présidente du conseil départemental, déléguée au sport, aux associations et à l'économie sociale et solidaire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'avais utilisé des petites blagues d'habitude et des petites questions pour enchaîner. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je m'associe à tout ce qui vient d'être dit, bien entendu. Si on devait résumer la politique départementale du sport, ça serait la pratique pour le plus grand nombre et dans les meilleures conditions. Le vélo, c'est vraiment tout ça. C'est le plus grand nombre parce qu'on voit que, on sait que le Finistère est une terre de vélo, la Bretagne est une terre de vélo. Et l'année dernière, c'était ma première édition. Alors, c'est beau être la 37e. C'était aussi la première édition de Marc, donc bravo, un grand bravo pour ce Tour du Finistère qui s'est très bien passé. J'espère que cette année, ça sera également sous le soleil, parce que vu ce qui tombe dehors, j'espère que ce ne sera pas la même chose dans quelques semaines. J'ai adoré la petite bande-annonce aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est aussi la marque de Marc. Oui, donc bravo, alors j'ai pas voulu faire le jeu de mots, mais bravo. Que vous dire de plus? Écoutez, je vais pas faire des répétitions parce que ça serait trop long, mais on aime le vélo. Alors j'y connaissais pas grand chose, c'est vrai que Christelle est une grande fan de vélo parce que je me rappelle de ce que tu avais dit l'année dernière sur ce fauteuil, tu étais juste à ma droite aussi et que tu étais même bénévole dans le vélo, que tu adorais ça, toutes les étapes, même du Tour de France, tu les suivais avec grand plaisir et pas que. Moi c'était une découverte, mais j'en suis ravie, et puis toutes les valeurs que prône le cyclisme, c'est aussi les valeurs que prône le conseil départemental, donc ravi d'être à nouveau partenaire, et puis on peut encore compter sur nous pour de longues années. Merci beaucoup. Que de bonnes nouvelles, Marc, que de bonnes nouvelles. Effectivement, c'était aussi ma première, Emmanuel, et on a passé un très beau moment avec la victoire de Julien Simon. Alors, vous savez, mesdames et messieurs, vous avez fait cette passerelle avec Marc, le président du comité d'organisation. Il y a toujours eu un fort ancrage de personnalités, de personnes qui ont entouré aussi la présidence, et puis aussi bien les bénévoles que tout ce qui accompagne les partenaires. Et nous sommes sur cette soirée partenaire, mais au-delà des soirées partenaires, il y a aussi deux parrains. Et nous avons la mixité, nous avons un homme et une femme, et le premier, vous le connaissez, c'est Guillaume de Tonquédec, et je vous invite, mesdames et messieurs, à regarder cette petite vidéo. Oui, bonjour. Comme vous le savez, je suis un peu breton, et je crois qu'il y a pas mal de Bretons qui me regardent. Donc je voulais vous raconter une histoire. En fait, c'est celle de mon copain Marc Fayet. C'est un formidable ami, c'est aussi un génial acteur, et on a la chance de jouer ensemble en ce moment. Et un jour, quand on jouait à Paris, Marc est entré dans ma loge, il m'a dit « On me propose de reprendre la présidence du Tour du Finistère ». Je lui ai dit « Mais raconte-moi, c'est quoi cette histoire ?» Et alors il m'a parlé de l'historique de l'épreuve, de tous les gens qui s'y sont engagés depuis des années. Et il a dit modestement, j'ai envie de m'inscrire dans cette tradition-là, de défendre ces valeurs, les valeurs du sport, les valeurs du cyclisme. Et tout ça m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a encore plus touché, c'est quand, quelques mois après, Marc m'a demandé d'être le parrain de cette édition 2023. J'ai accepté tout de suite, par amitié, mais aussi parce que son engagement m'a plu. Parce que c'est l'engagement de beaucoup de gens. Voilà, ça porte des valeurs qui me touchent, qui touchent beaucoup d'entre nous. Et je pense que c'est vraiment important de participer, de défendre des épreuves comme ça aujourd'hui. Je salue la marraine, Clarisse Lavanant, que je ne connais pas, mais je suis très honoré d'être attaché à son nom également sur cette édition 2023. Et je vous souhaite la plus belle édition possible. Longue vie autour du Finistère. Vive le vélo, vive la petite reine, et gardez votre passion. Notre parrain, Guillaume Tonquédec, issu d'une famille de 4 enfants. Il connaît particulièrement bien aussi la Bretagne. Alors, oui, vous l'avez remarqué, et puis on a la chance d'avoir cette auteure-compositrice, interprète et aussi
actrice d'expression française et bretonne, et elle est la marraine de cette édition 2023. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à cocher pour le 13 mai sa présence ici sur Quimper et les villages autour. Donc on va avoir la chance d'avoir une marraine qui avait notamment fait un superbe duo avec le guitariste Dan Arbraz ou encore Soldat Louis Trian, et puis la révélation sur les 10 commandements. On voit un peu l'univers de Marc et aussi entre la comédie et le sport, et nous sommes ravis de retrouver sous les applaudissements nos parrains et marraines de cette édition 2023. Marc, ravi de vous retrouver une nouvelle fois ensemble pour vivre cette 37e édition et avec des parrains et marraines exceptionnels. Oui, alors effectivement, on parlait de marque, la marque de Marc, même si le jeu de mots était involontaire. En ayant Clarisse et Guillaume comme parrain et marraine, d'une certaine manière, quand on me disait mais qu'est-ce que tu vas faire toi, homme du théâtre, homme de l'écriture, dans un univers comme celui-ci? Je me disais, je vais essayer de faire un pont, mais il n'est pas si évident, évidemment. Hein. Le seul pont qui existe, c'est la dramaturgie qui peut se dérouler sur une épreuve. Je dirais que c'est là, on écrit une histoire. Il va y avoir des héros, il va y avoir des perdants, il va y avoir des méchants, il va y avoir des gentils. C'est un peu ce qui se passe sur une épreuve cycliste. Et en étant accompagné par des artistes, c'est une manière aussi d'imposer mon regard sur la vie qui mêle les deux passions. On peut être passionné par deux choses, par le sport, moi en l'occurrence c'est le vélo, je suis un véritable passionné depuis toujours, et le théâtre, la passion est au moins équivalente. Donc tant que je peux, si je peux mêler les deux, si ça a du sens, et je crois que ça en a un petit peu, eh ben je continue. En tout cas, merci à eux de m'accompagner, merci à vous surtout d'être présents, de me prouver que vous allez continuer à nous suivre. C'était ma première édition l'année dernière, en 2022. Alors on va dire que c'était un peu l'état de grâce. J'ai eu beaucoup de chance, d'abord parce que je savais que je pouvais m'appuyer sur un comité exceptionnel, un comité d'organisation qui sont là depuis très longtemps, la plupart des membres d'ailleurs, qui ont pu me guider, mais aussi qui m'ont donné la force, parce qu'honnêtement je ne pensais pas être capable d'être un patron, je dirais. Je peux l'être au théâtre, mais au théâtre, bon ben voilà, on dirige des comédiens, on écrit une pièce, mais ça n'a rien à voir avec tous les milliers de détails qui composent une organisation de course cycliste. Et si j'ai pu, cette première année, réussir, même si ça a été un peu juste, hein, bien entendu, il y a des choses que j'ai même comprises le dernier jour, j'ai été rassuré parce que j'ai vu aussi que le Crédit Agricole m'accompagnait. David n'était pas encore là, mais il continue. Isabelle, que j'ai rencontrée à cette occasion, m'a fait confiance. Emmanuel de la même manière, et pourtant c'était pas gagné parce que je n'avais aucune référence dans cet univers. Je n'étais que l'ami de l'épreuve, l'ami de Jean-Paul, mais j'en connaissais très peu. Donc encore une fois, merci au comité d'organisation de m'avoir aidé, de m'avoir guidé et de m'avoir permis de réaliser sous le soleil cette première édition 2022. Alors je ne promets rien pour le 2023, au niveau du climat, au niveau du temps bien entendu. Ce que je promets en tout cas, c'est que tout le travail que nous avons accompli depuis des mois avec le comité d'organisation a été intense. Hein. On connaît tous les difficultés économiques, sociales, l'inflation, l'inquiétude, qui faisait que dès le début, avec mon trésorier, Patrice Onfray, que j'ai débauché aussi, qui vient aussi de l'univers du théâtre, plutôt de l'audiovisuel, encore quelqu'un que j'introduis dans cet univers venant d'un autre univers, on savait que ce serait difficile. Et effectivement, ça l'a été. Nous avons perdu des sponsors, parfois historiques, ils avaient leurs raisons, ça leur appartient. Et la perte de certains sponsors, la baisse de la dotation d'autres sponsors nous montrait que l'exercice allait être difficile. Et on l'a senti d'emblée, et je l'avais annoncé tout de suite. Je l'avais annoncé lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'on s'est vu, à la région aussi. Je les ai sensibilisés en disant, voilà, à un moment donné, je vais peut-être tirer la sonnette d'alarme, il faudra que vous continuiez à me soutenir. Et c'est ce qui a été le cas, et je les en remercie, parce qu'ils savent que cet événement, et on parlait de Quimper, cet événement, il est gratuit, il appartient aux Quimpérois et aux Quimpéroises, parce que lorsque l'épreuve arrive dans le Quimper, on se rend bien compte que les gens viennent naturellement, parce que c'est devant chez eux, c'est le spectacle qu'on leur offre, il est à eux. Donc cette épreuve qui est à nous, elle est aussi à eux. Et je me souviendrai toujours d'une phrase de Christian Prudhomme qui me disait, mais le Tour de France ne m'appartient pas,
Le Tour de France est le Tour de France. Le Tour de France il appartient au peuple, il appartient à la France. Donc, avoir la sensation, non pas que je me compare à Christian Prudhomme, j'ai une grande admiration pour cet homme, mais de se dire que je ne suis là que pour aider à passer et aller un peu plus loin et faire en sorte que cet événement continue. Après Jean-Paul, effectivement, j'ai fait le pont et puis il continuera après moi et il faudra que toutes les forces vives qui sont les collectivités, les sponsors, continuent à faire vivre ce moment qui rend heureux les gens parce que c'est une journée magnifique, surtout qu'avant 2022, il a fait si beau. Alors, merci évidemment à eux, merci aux nouveaux sponsors qui sont venus, et effectivement ça a été difficile, j'ai beaucoup prospecté, j'ai dû, alors là c'était le travail de Jean-Paul, et je ne le connaissais pas ce métier, comment aller rencontrer des sponsors, comment aller voir des partenaires, que leur raconter, que leur demander. Alors ça a été très compliqué, mais je salue quand même 2 nouveaux sponsors qui sont arrivés. Cloître Imprimerie, grâce à Olivier Leborgne, qui lui aussi est passionné de vélo et qui est présent et qui m'a dit qu'il était prêt à faire quelque chose pour nous. Et puis Ronan Péririn, que je ne présenterai plus, puisque je sais à quel point il est présent dans le sport en général sur la ville de Quimper, avec Imo Plus 29, qui aussi tout dernièrement a décidé de nous accompagner. Alors merci à eux, merci à tous ceux qui continuent d'être là, tous les sponsors qui nous prouvent leur fidélité en continuant de tracer la route avec nous. Et cette présentation, j'ai voulu aussi, puisqu'on est dans le souvenir et on est dans l'histoire, j'ai voulu demander à certains témoins, notamment des anciens coureurs, de nous raconter le souvenir qu'ils avaient de cette épreuve. Vous en découvrirez plusieurs au fur et à mesure de la présentation. Et en premier lieu, un personnage éminent dans le cyclisme, puisque nous dépendons en tant qu'organisateur de lui, de son organisme, de cette institution qui est la Ligue nationale de cyclisme, en la personne de Xavier Jean. Mais je vais laisser Xavier Jean, président de la Ligue nationale de cyclisme, nous raconter son regard sur le Tour du Finistère. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être des vôtres ce soir. Je souhaitais par contre pouvoir vous adresser un petit message. Le Tour du Finistère a une saveur bien particulière pour moi. J'ai non seulement pu y participer en tant que cycliste professionnel en 2001, ce qui ne nous rajeunit pas, et même de figurer à la 3e place. J'ai également pu y assister à de nombreuses reprises en tant que spectateur et d'assister notamment aux 3 succès de Julien Simon, le recordman de l'épreuve. Julien, avec qui j'ai une histoire particulière puisque je l'ai vu débarquer en 2003 dans mon cabinet de kiné dans la même commune où il résidait, et Julien qui venait me solliciter pour que je puisse lui donner des conseils pour l'entraînement alors qu'il n'était que cadet. Enfin, je tenais à profiter de ce moment, de ce message pour remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des partenaires, des collectivités qui accompagnent Marc et son équipe, qui permettent le financement de cette épreuve, de cet événement, parce qu'au-delà de la compétition qui permet à des coureurs cyclistes et à des équipes professionnelles de venir exercer leur talent sur les routes du Finistère, ce type d'épreuve, comme est le cyclisme, permet la valorisation du territoire, du patrimoine, et c'est pas un Breton qui vous dira le contraire sur la richesse du Finistère dans ce domaine. Voilà. Je ne doute pas de la qualité de la prochaine édition. D'ailleurs, je serai, je pense, bien au rendez-vous pour assister une nouvelle fois à vos côtés au déroulement de cette épreuve sur les routes du Finistère que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Monsieur Xavier Jean, président de la Ligue nationale de cyclisme, merci à nos partenaires, merci au président. Alors Marc, nous sommes sur un événement sportif, le cœur même c'est le sport, c'est le vélo, et j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail justement sur le parcours et les équipes que nous aurons l'occasion de vivre sur cette 37e édition. Alors le parcours, effectivement, nous avons décidé avec le comité d'organisation, puisqu'on sentait que l'année allait être difficile, de garder l'identique. L'identique peut-être pour la dernière année, puisque quelques aménagements, quelques bouleversements peut-être auront lieu en 2024, en tout cas c'est mon souhait. Identique parce qu'on sait qu'il est spectaculaire. On sait très bien qu'il est formidablement dessiné, et j'oserais dire peut-être que beaucoup d'équipes en connaissent un peu trop le scénario désormais.
Et peut-être est-ce le moment de leur dire, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on va peut-être un peu changer le scénario. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Ce qui fait que rien à dire. Et puis les responsables du parcours de l'organisation ont fait le tour dernièrement et ont validé l'ensemble du circuit sur la grande boucle et puis le circuit dans la ville de Quimper. Donc je dirais, voilà, il ne se passera rien de plus que ce que nous avons déjà proposé depuis 3 à 4 ans déjà. Mais c'est un très beau parcours, d'ailleurs tous les coureurs nous le disent, et tous les directeurs sportifs qui participent chaque année. En ce qui concerne les équipes, alors là je travaille, et nous travaillons avec l'organisation, étroitement avec l'organisation des Boucles de l'Aulne qui est présente ici, notamment grâce à Alain Le Gouil, parce que la proximité et le vœu qui était de travailler ensemble, qui existait déjà de l'époque de Jean-Paul, où il me disait plusieurs fois, il faut que je me rapproche des Boucles de l'Aulne. On s'entend bien avec les Boucles de l'Aulne, il faut que ce soit ensemble, on n'est pas loin l'un de l'autre. Et on était encore beaucoup trop espacés au niveau des dates de course. Et puis finalement, ça s'est fait. Une première fois, enfin concrétisée l'année dernière, et admirablement, puisqu'on peut mettre plein de choses en commun, et toutes ces équipes qui s'annoncent, qui sont inscrites, qui sont affichées là, eh ben, on peut dire que c'est un choix qu'on fait avec les Boucles de l'Aulne. Ensemble, on dit voilà, cette équipe, oui, cette équipe, non, pourquoi, quelles sont les raisons, on donne les éléments. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait qu'on va travailler avec les mêmes pendant un week-end. Ce seront nos mêmes interlocuteurs, les managers, les directeurs sportifs, les coureurs, l'encadrement. Il faut que ça se passe bien, donc il faut qu'on soit d'accord. Si on décide à un moment donné, non, moi je vais prendre telle équipe, mais ouais, moi je les aime pas, ils m'ont fait une crasse la dernière fois, et là, ça va créer des tensions, c'est ce qu'on ne voulait pas. Donc je les remercie infiniment parce que ça aussi, quand on est dans une période un peu difficile comme celle-ci, pour tous les organisateurs, ce que je vous dis là, je parle du Tour du Finistère, mais on a pu, lors de certaines réunions d'organisateurs, se rendre compte, Alain, tu en as été témoin, de beaucoup d'organisateurs qui étaient très inquiets sur la possibilité même de faire exister cette année leur épreuve. Donc le fait d'être aussi proche et de parler un peu de nos difficultés, de nos craintes avec Alain, ça nous a beaucoup aidé. Ensemble, nous avons 16 équipes, nous sommes arrêtés sur un choix de 16 équipes. Alors, les équipes françaises, bien entendu, puisqu'elles font partie obligatoirement de la Coupe de France, elles se doivent d'y participer. Et parmi les coureurs pressentis, plus que ça, prévus d'ailleurs, et qu'on m'a annoncé, il y aura Brian Cocard de Cofidis, et Dieu sait, c'est un coureur qui renaît actuellement, depuis qu'il est dans l'équipe Cofidis, il gagne enfin à nouveau. Il y aura les frères Herrada, les 2 Espagnols, superbes coureurs tous les deux, et un petit prodige, Axel Zengel, alors je ne sais pas comment on le prononce, certains disent Zengel, enfin vous direz comme vous voudrez. Chez AG2R, nous aurons quand même un local, en tout cas pas loin, un breton, Franck Bonamour, qui est annoncé, et puis Clément Venturini, qu'on a vu sur l'image, qui faisait un peu la tête, qui avait fait 2e l'année dernière, tellement déçu. On sentait qu'il était tellement déçu que j'imagine que si le programme avait été annoncé, il a dit « moi je veux retourner au Finistère, cette année je veux le gagner, je veux le gagner ». Et on sentait qu'il était terriblement déçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images, quand Julien exultait, mais lui c'était la déception du jour et peut-être du week-end et peut-être du mois. Pour Arkea, alors équipe bretonne, nous aurons Laurent Pichon évidemment, comment ne pas avoir Laurent, Élie Gébert, Donovan Grondin qui triomphe sur les pistes européennes, médaille d'or d'ailleurs je crois, avec Benjamin Thomas sur un championnat du monde. Pour Saint-Michel-Aubert, Rudy Barbier, je ne vais pas tous vous les dire, mais en tout cas des noms qui évoquent beaucoup pour nous. Et pour Groupama, alors j'ai eu Marc Madiot au téléphone, parce que bien sûr, pour avoir des noms, je suis obligé de les appeler pour qu'ils puissent se confier. Et Marc Madiot m'a dit, je vais t'envoyer des avions. Alors, qu'est-ce que c'est que des avions ? Des avions, tout simplement, ce sont des jeunes coureurs très prometteurs qui sont issus de l'équipe continentale de chez lui et qui déjà brillent énormément et qu'on voit sur pas mal de courses. Des avions, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ils ont un talent fou, notamment Romain Grégoire, dont on dit énormément, dont on attend énormément, notamment Eddy le 8-12 également, et puis Laurence Pitty, un jeune coureur néo-zélandais qui a gagné récemment d'ailleurs sur une épreuve, je ne sais plus si c'était sur la Coupe de France, en tout cas il a gagné, également Lewis Askey.
Donc des avions, s'il m'a promis des avions, je crois que ça va voler et qu'on va franchir le mur du son grâce à l'équipe Groupama. Et puis toutes les autres équipes, notamment l'équipe UNOX, alors UNOX qui vient depuis plusieurs années, qui chaque fois se montre énormément, et avec Alain, chaque année on se dit mais eux il faut les prendre chaque fois, parce que ils font le spectacle, c'est des combatifs, des combattants, durs au mal, et ils finissent par gagner, puisque récemment d'ailleurs un des coureurs a remporté une épreuve sur le tour régional, la route à Delhi, exactement, la route à Delhi, et il sera présent d'ailleurs le vainqueur cette année. Les autres équipes, que sont les équipes étrangères comme Euskadi, équipe historique bien entendu, Kern Pharma, Caja Rural. Alors vous me direz, pourquoi autant d'Espagnols et peu d'Italiens? Ben, c'est comme ça, on a plus de candidatures d'Espagnols que de candidatures d'Italiens notamment. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur des coureurs et des noms qui seront présents sur notre édition, et on en est très 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 content. Et puis c'est comme je vous le disais tout à l'heure, les coureurs sont là pour écrire l'histoire, ils sont aussi là pour raconter l'histoire, et voici une nouvelle brochette de coureurs avec ses souvenirs du Tour du Finistère. Exactement. Alors avant de lancer, on va faire un petit clin d'œil parce que tu en parlais à juste titre pour les boucles de l'Aune avec Alain, car l'événement ce sera le 14 mai, donc le lendemain du Tour de Finistère. Et est-ce qu'il y aura un Norvégien qui s'imposera comme Idar Andersen? Eh bien écoutez, je vous invite à aller aux boucles de l'Aune le lendemain, comme ça vous aurez l'occasion de voir qui pourra évoluer sur cette 23e édition. Alors oui, mesdames et messieurs, tu en as cité quelques-uns, Marc, nous allons avoir des mots de coureurs. Alors peut-être qu'ils ne sont pas présents, mais nous avons eu l'occasion de les avoir en vidéo. Vous allez peut-être retrouver il n'y a pas que le tennis de table à être bon. Je vous donne un petit détail, mais je pense que vous avez compris, celui qui avait gagné notamment le Tour de l'Avenir en 2012 ou encore le prix de la combativité en 2017, le maillot à poids, le breton sera aussi mis en valeur sur cette vidéo. On va retrouver un certain Guillaume Martin aussi. Tu parlais de Cofidis, eh ben, écoute, on va avoir l'occasion de l'avoir. Et un homme extraordinaire. Quand on est belge et qu'on ne connaît pas Philippe Gilbert, c'est que là il y a vraiment un souci, parce que son palmarès, c'est un des plus grands palmarès belges et un des meilleurs coureurs de classique de l'histoire. On en parlera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, les mots des coureurs. Bonjour à tous, c'est Warren Barguil. Je voulais vous laisser un petit message pour le Tour du Finistère. Malheureusement, je pourrais pas être là cette année car il y a le Giro, mais c'est une course que j'apprécie fortement. Forcément, de courir sur mes terres en Bretagne, c'est toujours important pour moi. Et c'est un parcours toujours difficile à comprendre. Chaque année, j'essaye d'être offensif, mais ça se résume à une montée finale, enfin une montée finale. À ce que le vainqueur se dessine dans la dernière montée. Donc j'espère revenir sur ce Tour du Finistère très rapidement et essayer de changer ce scénario, et pourquoi pas essayer de faire un très gros résultat sur ces belles routes du Tour du Finistère. Et je voulais souhaiter un bon courage à toute l'organisation, et continuer de faire ce que vous faites, c'est super. C'est une très belle course dans un super endroit avec un beau circuit très difficile, et voilà. Donc bonne édition à vous, et puis à très bientôt. Salut! Salut à tous, c'est Guillaume Martin. Alors je pense malheureusement que je pourrais pas être présent à l'édition 2023 du Tour du Finistère, mais je tenais tout de même à vous faire un petit coucou et vous saluer et vous parler des bons souvenirs que j'ai au Tour du Finistère. Ça a été l'une de mes premières courses disputées chez les pros, et surtout l'une des premières sur lesquelles j'ai été acteur de la course. J'ai pas levé les bras, mais j'ai déjà fait un podium, et surtout la première année en 2016, j'ai attaqué dans le final. Et quand on est néo-pro et qu'on commence à être acteur d'une course chez les pros, c'est toujours un bon souvenir. Donc voilà, j'ai des bons souvenirs de cette course, et j'espère bien y retourner, si ce n'est pas en 2023, dans les années à venir. En tout cas, je vous souhaite une excellente édition 2023, et à très bientôt. Bonjour à tous, je voulais souhaiter une belle édition pour le Tour du Finistère 2023. Et vous savez que ça a été ma première course professionnelle. J'étais à l'époque stagiaire en 2002 pour la Française des Jeux, et j'avais terminé 7e. Donc voilà, c'était un beau souvenir, ça reste un beau souvenir, une belle épreuve, et je vous souhaite une belle réussite encore une fois.
Je vais les applaudir avec Warren Barguil qui avait remporté aussi 2 étapes du Tour d'Espagne en 2013, champion de route aussi en 2019. Retrouver aussi Guillaume Martin qui s'était illustré en étant meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, c'était en 2020, et 3e du Critérium du Dauphiné-Libéré, 8e du Tour de France, c'était déjà en 2021. Et Philippe Gilbert, on peut citer champion du monde sur route en 2012 ou encore le Tour de Lombardie à 2 reprises en 2009 et à 2010. Il avait aussi remporté le Paris Tour en 2008-2009, l'Ascent Gold Race, mais oui. Et à plusieurs reprises, 4 reprises, et bien sûr le Tour des Flandres en 2017, et je peux parler aussi du week-end dernier comme Paris-Roubaix qu'il avait gagné aussi en 2019. On peut applaudir une nouvelle fois nos 3 témoignages. On aurait bien voulu les avoir avec nous, Marc, quand même. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est le différent traitement. Ça me frappe en voyant les images parce que on a 3 styles différents. On a le Warren Barguil, bon bah voilà, il est peut-être en stage, il est un peu à la campagne, il est assez décontracté, c'est son style d'ailleurs d'être décontracté. Et puis on a Guillaume Martin, on sent que c'est un laborieux. Lui il revient de l'entraînement, il a le visage quand même très marqué, il a les yeux rouges, mais il s'est dit mince, faut que je fasse la vidéo absolument parce qu'après je dois faire ci, je dois faire ça, je dois passer au massage. Donc 2 conditions absolument différentes et on le voit bien, hein. Là, on se demande si même il n'était pas un peu essoufflé avant de débuter l'interview. Et puis, je dirais dans son nouveau rôle, Philippe Gilbert qui est consultant maintenant auprès de Eurosport et qui intervient sur la moto, sur beaucoup d'épreuves et puis en studio, qui était donc sur ce qu'on appelle le fond vert. Vous savez, le fond vert, c'est le fond qui permet d'incruster des images et de faire imaginer que la personne qui est là est dans un décor de montagne, tout ça. Sauf que là, non, les techniciens n'étaient pas là. C'était avant l'enregistrement de l'émission, il est sur fond vert. En fait, dans 3 fonctions et dans 3 univers et dans 3 atmosphères différentes. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'est peut-être pour ça qu'on les a mis les uns à côté des autres. En tout cas, merci à eux d'avoir joué le jeu et spontanément d'avoir accepté de faire un petit témoignage. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous inviter on va faire une rotation de sièges. Car je vais vous inviter à prendre place à côté de Christelle. Vous aurez l'occasion de retrouver celle qui est la plus passionnée du vélo apparemment, à Quimper. Et Marc, c'est quand même un moment incroyable qu'on va vivre ici. Alors on ne fera pas de plaisanterie sur l'eau d'il y a 10 ans, même si au fond, celui qui a son plus beau souvenir, c'est sa victoire qu'il avait eue le 13 avril 2013. Je crois que les conditions climatiques étaient à peu près de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a l'immense honneur d'avoir un ancien vainqueur ici et un costaricain, c'est pas pour me déplaire. Je vous demande d'applaudir Cyril Gauthier. Ah, que dire de ce deuxième invité? Il y aurait tellement de choses à dire, Marc, mais je sais que tu sauras très bien le faire lors de cette interview. Ce professionnel de 73 à 82 qui avait été dirigeant, alors c'est bien, petit clin d'œil avec l'équipe du Crédit Agricole, ça tombe plutôt bien. Et puis, cet amateur aussi qui nous a fait briller parmi ses 36 victoires. Il devient professeur en 73, comme je disais, remportant 19 victoires, 7 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne, sélectionné à 2 reprises en équipe de France. Il a brillé sur le vélo, mais il a aussi excellemment bien brillé en dehors. Car après avoir quitté ce peloton, cet homme nous a fait vibrer. Il est devenu directeur sportif adjoint, directeur sportif aussi d'une belle équipe. Magnifique équipe auquel on pourra se rappeler d'un Greg LeMond, d'un Paris-Roubaix en 92, d'un Gilbert Duclos-Lassalle ou encore les leaders comme Pascal Simon, Stéphane Roche, Ronan Pinsec, Eric Vasseur. On a encore tellement de mots à dire. Il a été aussi président de la Ligue du cyclisme professionnel, de certaines associations qu'on en parlera tout à l'heure, mais ça je te laisse le privilège de le faire, car mesdames et messieurs, notre deuxième invité, c'est Roger Legey. Cyril, je vais t'inviter à prendre ce micro. J'ai envie d'avoir un œil très rapide avec toi, déjà 10 ans en arrière. Un peu cette image qu'on a pu avoir avec ceux qui ont déjà participé, qui ont fait vivre aussi cette course, et toi tu l'as remportée. Est-ce que tu te rappelles vraiment de cette victoire? Comment tu l'as vécue? Bonsoir à tous. Effectivement, oui, je me rappelle, comme quand j'ai ouvert la portière tout à l'heure, il faisait exactement le même temps. Quelques degrés en moins, il faisait vraiment pas chaud. Et puis je me rappelle que j'attendais une victoire depuis un petit moment. Et je sais pas s'il y a l'image, mais en fait ce jour-là, j'avais fait un signe particulier en montrant la tête et les jambes.
Parce que ce jour-là, j'avais eu la tête et les jambes pour gagner la course, sachant qu'au milieu de la course, j'étais pas dans une des meilleures formes, mais j'avais, on va dire, laissé passer l'orage pour attendre voilà, un moment de course ou des jambes un peu meilleures pour parvenir à gagner cette course. Est-ce que pour toi, parce qu'on nouait énormément d'espoir et tu le sais très bien, très vite, tu as été champion de Bretagne sur route, très jeune, en junior, après par équipe, on voyait aussi que tu avais ce type de champion d'Europe sur espoir, et ça ne mettait pas un peu, je dirais, de pression sur tes épaules, un peu plus, avant de gagner cette victoire qui te tenait à cœur en fait en Bretagne? De la pression, forcément. Après, personnellement, on a envie de réussir, de briller, de gagner des courses. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas été un grand champion, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire 10 Tours de France, de gagner quelques courses, dont le Tour du Finistère. Pas un grand champion, 10 Tours de France quand même. Hein. Et voilà, j'ai réussi à me mettre au service de grands leaders. Et puis j'ai pris plaisir à faire ça. Et voilà, une page s'est tournée dernièrement, mais en tout cas, ça a été une belle carrière. Alors, si je peux me permettre, Thierry, on va profiter, puisqu'il doutait de la possibilité que nous ayons de posséder les images, les fameuses images de 2013. Et oui, nous les avons dans nos archives. Et je crois que, alors, vous verrez, il a plu tout le temps, partout, et même sur la caméra, certainement. Deux coureurs se présentent dans la dernière ligne droite, Frédéric Weckelen et Cyril Gauthier, le coureur de la formation Europcar, devance assez nettement sur la ligne le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Anthony Gélin, revenu du Diable Vauvert, vient prendre la 3e place. L'ancien champion d'Europe Espoir n'avait plus levé les bras depuis 2010. Il s'était alors imposé en solitaire sur la route à Delhi. Il la voulait cette victoire, mais ce ne fut pas sans mal. Et c'est au courage que le costarmoricain est allé chercher ce succès. Déjà avoir le moral au départ, parce que c'est vrai que quand on voit les conditions qu'on a, quand on est dans le bus, il pleut. Ça fait quand même plusieurs semaines que c'est les mêmes scénarios à chaque course. Je pense qu'on commence à être habitué, on sait comment s'habiller maintenant. Donc voilà, quoi, c'était moral et bien s'habiller pour pas avoir froid, quoi. Et le fait d'avoir deux coureurs de la FDJ devant, avec notamment Anthony Gélin qui a une belle pointe de vitesse, ça t'a pas démobilisé ? J'ai essayé de garder mon calme, rester tranquille, courir un peu comme Pierrick, Federico. Parce que c'est vrai que des fois je suis un peu trop speed, j'en fais trop et je panique assez vite. Donc là j'ai réussi à garder mon calme et puis voilà, quoi. Après je sais qu'Anthony était très fort ces derniers temps. Donc j'ai essayé de le pointer et j'ai attendu la dernière bosse, j'ai attaqué. Après c'est Weckelen qui est revenu sur moi. Puis je me suis calé dans sa roue au virage et puis après j'ai réussi à le passer. Bravo. Ce qui est assez incroyable, je trouve pas que tu es vraiment vieilli. Mais non, mais sérieux, je trouve qu'en 10 ans, t'as pas vraiment changé. Merci, j'ai pris un cheveu gris cet hiver. Ouais, au moins t'as des cheveux, toi, contrairement à moi. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que l'année où tu fais 2010, t'as ta sélection avec par Laurent Jalabert, hein, pour participer à la course en ligne au championnat du monde, c'était à Melbourne, et ravi. Alors, je vais aller dans le vif du sujet, parce qu'on est tous des passionnés du vélo. Et Cyril, il y a ce moment où tu annonces de mettre à terme ta carrière. Est-ce qu'on aurait imaginé un Cyril une année de plus, 2 années de plus, avec le souci de BNB Hotel KTM? Toi qui as fait, tu disais, 10 Tours de France et dont en 2014 la 25e place. Oui, c'était dans les plans d'être sur un vélo en 2023, mais bon, pour le coup, voilà, j'ai dû changer l'avenir. En tout cas, voilà, j'ai bien vu, j'étais lucide rapidement vu mon âge et bon, peut-être que si on avait pris à la couleur des cheveux, j'aurais peut-être changé mon âge, mais en tout cas, voilà, j'étais lucide et je savais que ma carrière s'arrêtait là, en tout cas vu la période à laquelle on était. Et voilà, de regrets, j'en ai pas. En tout cas, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas regarder derrière, c'est devant. Et voilà, j'ai une autre page qui va s'ouvrir et j'espère qu'elle sera belle. Alors si je peux me permettre aussi une nouvelle question, Cyril, sur tout ton parcours
de cycliste professionnel, est-ce qu'il y a des moments comme ça, d'émotions qui ont jalonné ta carrière, outre le fait de gagner, ça c'est très important, mais parfois c'est gagner et faire gagner les autres. Je pense notamment à tout ton parcours au sein de l'équipe de Jean-René Bernaudot, autour de Thomas Vauclair et tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu vivre. Ça devait être très très chargé, ça reste ancré et c'est indélébile dans le souvenir d'une carrière. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai pu accompagner Thomas Vauclair, Pierre Roland, que Roger connaît très bien, Brian Coquard, Romain Bardet. Et effectivement, je pense que ma carrière, comme je disais, j'ai pas eu beaucoup de victoires, mais en fait, j'ai pu accompagner ces champions aussi et être un équipier, un très fidèle équipier, et partager ces émotions, parce que j'en ai eu tout au long de ma carrière en tout cas, et ça restera gravé, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été avec ASO sur les 2 dernières étapes de Paris-Nice. J'étais derrière la barrière, et c'est des moments comme ça qu'on voit quelle émotion procure le cycliste aux personnes, aux spectateurs. Et je me rendais peut-être pas compte jusqu'à là. Alors, et c'est intéressant parce que là tu parlais de la fonction d'équipier, la mission de l'équipier. Est-ce que lorsqu'on débute une carrière, on se dit, bon, finalement je crois que je vais être un équipier ou un capitaine de route, ou alors ça se fait au fur et à mesure de la carrière, quand tu sens au sein d'un effectif où est le plus, quel est le rôle qu'on t'attribue, ton directeur sportif, et puis peut-être en fonction de tes capacités, dont tu as une certaine idée. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses, effectivement. Je pense qu'au fil des années passées, je pense que je me suis noué dans ce rôle parce que peut-être aussi j'avais ce manque de confiance, parce que j'avais peut-être aussi ce manque de qualité comparé à certains, et qui a fait que j'étais un très bon équipier. Et j'aurais pas pu être un très bon leader, peut-être parce que j'avais pas confiance en moi, peut-être aussi. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, je regrette en rien. Mais je pense que peut-être que les années, l'éducation, beaucoup de choses ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui, et puis tu es modeste quand même, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un sport individuel, mais en fait c'est un sport d'équipe. Et si tu n'avais pas œuvré autant d'années auprès de certains leaders, peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette carrière aussi. Ouais, bien sûr, après on ne refait pas l'histoire, mais c'est sûr que effectivement il faut des bons équipiers, et j'en ai fait partie, comme je disais, j'en suis fier, et voilà quoi. Alors c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui c'est Paris-Camembert et c'est une victoire que tu as aussi. Paris-Camembert c'est aujourd'hui, c'était en 2016, toi. Donc c'est bien, c'est une belle boucle, tu vois, de 10 ans et de finir aujourd'hui où on a le Paris-Camembert et d'avoir Cyril Gauthier avec nous, c'est plutôt une bonne chose. Oui, et puis c'était important. Pourquoi j'ai choisi Cyril parce que moi qui commençais à entrer dans l'organisation, pas vraiment, j'étais là en tant qu'ami, de Jean-Paul. J'ai assisté à cette victoire de Cyril, que je croisais depuis quelques années, puisque j'allais sur des courses, et puis on se disait bonjour, et puis voilà, j'étais très attaché à ce coureur que je trouvais d'une grande intégrité, sérieux dans tout ce qu'il faisait. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé Cyril, et lorsqu'il a gagné ici, et comme j'étais présent cette année-là, j'en ai gardé un souvenir très précis. Non, pas seulement à cause de la pluie, parce qu'effectivement c'était épouvantable, absolument épouvantable. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois que cette année-là, j'étais dans une voiture et Jean-Paul m'avait dit, bon tu sais, tout ce que tu vas faire, tu vas aller dans la voiture et puis on va faire un départ arrêté. Hein, moi je serai au départ à Herrier-Gabéric et puis toi tu seras dans la voiture et tu feras arrêter tout le monde. Mais j'étais déjà tellement trempé les gars, que je dis mais on va pas s'arrêter. Donc j'étais avec la voiture, comme ça en disant bon allez, et hop, fou, ils sont tous partis comme ça parce qu'ils étaient trempés jusqu'aux os. Ils avaient même pas fait 10 bornes. Et ça je l'ai compris, là aussi j'ai compris ce qu'était le vélo. Au bout d'un moment il y a la priorité, les mecs, attends, on va pas faire les guignols à s'arrêter voilà, sous une pluie torrentielle pour faire plaisir aux gens qui sont sur le bord de la route. Ça j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc à plus d'un titre je me souviens de cette journée et puis notamment de cette victoire. Et puis en regardant un peu les archives, je me suis dit mais ça fait 10 ans, à 2 jours près, ça fait 10 ans que Cyril a remporté l'épreuve. Et avec toute l'histoire que tu évoquais aussi, qu'il évoquait sur la fin d'une carrière, ça me semblait important que des valeureux comme lui soient mis à l'honneur, parce qu'ils ont apporté énormément en tant que coéquipier, que capitaine, comme tu disais, capitaine de route parfois, et puis parfois ils ont gagné. Donc c'est un honneur qu'il ait gagné chez nous sur le Tour du Finistère. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et nous on va t'applaudir une nouvelle fois parce qu'on se rappelle peut-être pas pour 2009. Parce que tu sais, on parlait de Philippe Gilbert.
Mais tu as quand même le parcours de Liège-Bastogne-Liège, où quand même tu as eu une bonne partie où tu savais ce que c'était quand même, hein, ce fameux moment. Cette belle échappée. Nous, on est ravis de t'avoir. Alors, avant de laisser la main avec Marc, je voulais qu'on aille voir avec Roger l'œil de Roger par rapport à Cyril. Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce qui te j'essaie de trouver les mots, mais quels sont les mots qui viennent dans ta tête quand on parle d'un Cyril Gauthier, comme ça, spontanément? Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui vient comme premier mot? Évidemment, sa gentillesse, parce qu'il est modeste, gentil et tout ça. Mais si on parle du cycliste, quand on résume tous ses ans de carrière, c'est déjà incroyable. 10 Tours de France terminés, 2 Tours d'Italie terminés et une Vuelta terminée. Et quand on est coureur cycliste, c'est exceptionnel d'avoir terminé. Et après, de faire 16 ans, on est dans un milieu professionnel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. S'il a fait 16 ans, c'est que c'était un bon coureur, évidemment, il en a gagné des courses. Mais d'être un équipier, je connais un petit peu aussi, d'être un équipier, c'est une vraie reconnaissance. Alors évidemment, pas forcément avec les honneurs des journaux le lundi matin, parce qu'on n'a pas gagné, mais une chose est sûre, le travail accompli. S'il n'y a pas le travail accompli, il n'y a pas 16 ans. Et donc, pendant 16 ans, et donc pour ça, vraiment, non mais je lui dis tout à l'heure en plus, félicitations, parce que c'est vraiment le travail d'équipier, c'est un beau métier. Alors évidemment, il y a les coureurs qui sont les leaders qu'on voit et qui font des exploits. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est ce que je disais à Marc tout à l'heure sur Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est 47 de moyenne pour le premier. Et celui qui fait 28e à 7 minutes, il a roulé à 46 800. Donc on peut dire quand même aussi que tous ce sont des grands champions. Et donc évidemment, il y a les premiers, il y a aussi les équipiers. Et aujourd'hui, encore plus sans doute qu'hier, mais ça existait déjà, mais on parle toujours d'un sport par équipe, individuel qui se déroule par équipe, encore vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la place vraiment pour tous et surtout les équipiers. Et on le voit bien, vous le voyez tous les jours à la télévision, on parle beaucoup des équipiers, il en a encore un, il en a encore deux, il n'en a plus. Et donc évidemment, il n'y a pas de victoire sans les équipiers. Et c'est pas des porteurs d'eau comme ça pourrait être péjoratif pendant une certaine époque, non pas du tout. C'est des vrais métiers qui sont rémunérés pour ça aussi aujourd'hui, qui sont embauchés pour ça. Chacun dans sa spécialité, ça peut être équipier en montagne, ça peut être équipier comme accompagnant dans les classiques, mais aussi évidemment accompagnant les trains pour le sprint. C'est des travaux qui passent un peu inaperçus, parce que je trouve que notamment dans les sprints, on ne voit pas le travail des équipiers. Le travail des équipiers, ça se fait toujours en amont et c'est pas récompensé en termes de notoriété, alors que c'est indispensable. Donc moi, pour Cyril, je lui ai dit tout à l'heure, tu sais, 16 ans de carrière et 10 Tours de France terminés, ça classe l'athlète. Et je lui répète, félicitations. Eh ben c'est un joli témoignage. Merci beaucoup, Roger, pour notre Costa Morica né à Pabu. Alors, avant de laisser Marc se charger de faire cette interview avec Roger, eh ben écoutez, mesdames et messieurs, on a pris plaisir à voir nos mots de cours. Alors c'est vrai, on les a pas tous ici en terre finistérienne, mais l'homme qui va arriver tout à l'heure a fait 18 départs consécutifs. Déjà, du Tour de France. Ça vous donne déjà normalement le nom et le prénom. Il a été champion du monde du contre-la-montre, il a été champion d'Europe de poursuite, champion de France à multi-reprises du contre-la-montre, vainqueur aussi Pierre-Bretagne du Grand Prix de Plouay en 2014. Le travers les Flandres aussi, il avait remporté aussi le prix de la combativité à 2 reprises en 2008-2010. Il sera présent avec nous en vidéo. Et puis on va retrouver aussi un natif de Châteaudun, lui qui est un peu plus âgé, mais pas beaucoup plus, hein, puisqu'on le retrouvera, celui qui avait aussi remporté le Tour de Picardie. Il avait été vice-champion du monde espoir en 2006. Il avait aussi porté le maillot jaune sur le Tour de France une journée en 2008. Et le troisième, lui, 75. Donc on revient un peu en arrière, mais il a été professionnel de 97 en 2012. Et oui, vainqueur aussi de très très belles étapes du Tour de France. C'était en 2004 et 2005. 4 étapes du Tour d'Espagne, ça tombe plutôt bien pour ce tracé du Tour de France de cette année. Il sera présent, mesdames et messieurs, en vidéo. Vous les avez reconnus avec Sylvain Chavanel, Romain Feuillu et David Moncoutier. Bonjour à tous, c'est Sylvain Chavanel, un petit coucou de Montpoitou, ce message amical pour vous souhaiter une belle épreuve 2023.
Voilà, félicitations à toute l'équipe de Marc, hein, vous faites du boulot formidable, ainsi que les partenaires, parce que sans les partenaires, il n'y a pas d'épreuve. Donc bravo à vous tous, une belle 37e édition, à bientôt. Coucou à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon Tour du Finistère 2023. Pour ma part, je garde d'excellents souvenirs avec Jean-Paul Waterloo, avec Marc Fayet, avec Hilaire van der Schueren aussi qui m'a accompagné là-bas à plein de reprises, qui faisait le voyage depuis la Belgique ou les Pays-Bas. Voilà, une très belle épreuve pour moi où j'ai vu la victoire de mon beau-frère Jonathan Hiver, chéri de ma sœur, mais aussi où j'ai réussi à gagner le jour de mon anniversaire. Ça c'est assez exceptionnel, j'ai pas tant de victoires que ça chez les pros, mais j'ai réussi à gagner une fois le jour de mon anniversaire, le 16 avril 2011, et pour le coup j'étais sorti en tête du pont de Térénèse qui venait d'être inauguré juste par la course, voilà, avec le premier passage. Donc c'était vraiment une belle épreuve, des beaux circuits, un beau circuit final qui me convenait, et puis aussi des belles boucles au bord de mer. Donc voilà, super course. J'espère pouvoir revenir bientôt, resaluer tous mes anciens amis, et puis je pense à Jean-Paul Waterloo que je ne reverrai pas et qui me manque, enfin qui manque au monde du vélo breton. Allez, au plaisir. David Moncoutier, ancien coureur de l'équipe Cofidis et maintenant consultant pour la chaîne Eurosport. Ce petit message vidéo tout d'abord pour faire un petit coucou à l'équipe d'organisation du Tour du Finistère, à tous les partenaires et toutes les personnes qui œuvrent pour le bon déroulement de cette épreuve. Le Tour du Finistère reste pour moi un très bon souvenir dans ma carrière, particulièrement l'édition 2005. Cette année-là, j'avais des jambes de feu, comme on dit dans le jargon du cycliste. C'était juste après le Tour du Pays Basque et avant les classiques ardennaises, ça se déroulait au mois d'avril. Au Pays Basque, j'avais gagné une étape, donc je savais que j'avais des bonnes jambes. Sauf que la course s'est pas déroulée complètement comme j'avais prévu. Il y avait un coup de 12 coureurs à l'avant. Et j'ai tenté quelque chose que j'ai rarement tenté dans ma carrière. Je suis sorti du peloton tout seul, alors que l'échappée avait 2 minutes d'avance. Et pendant 3 tours, je vais me rapprocher petit à petit de l'échappée, encouragé par le public breton. Et je vais faire la jonction à 2-3 tours de la fin. Il restait plus que 4-5 coureurs devant de l'échappée. Je vais tenter encore de les distancer dans les petites bosses du parcours. Alors j'étais plutôt grimpeur, ça montait peut-être pas assez longtemps pour moi. Bon, j'arrive pas à me débarrasser des derniers rescapés de l'échappée. Donc ça va se jouer au sprint. Alors même si j'étais mauvais au sprint, je me suis dit, le sprint de Quimper c'est quand même assez dur, je peux peut-être l'emporter. Et non. J'ai terminé deuxième ce jour-là et j'ai été battu par un coureur que je ne connaissais pas trop à l'époque, mais qu'on va connaître bien plus tard, Simon Gerrans, qui va remporter ensuite 2 monuments, notamment Liège-Bastogne-Liège et Milan-San Remo. Comme quoi ce jour-là, j'avais pas été battu par n'importe qui. En tout cas, ça reste un très bon souvenir et je me remémore avec plaisir en tous les cas. En tout cas, je souhaite une très belle 37e édition, une belle course, beaucoup de public et vive le vélo. Bravo. Applaudissements pour Sylvain Chavanel, Romain Fenu et David Moncoutier. Marc, que de coureurs qui se rappellent de ces bons souvenirs aussi, et de Jean-Paul aussi. Oui, alors j'aurais pu en contacter beaucoup plus, mais là on allait faire un long métrage, je crois que c'était pas le moment. On fera un film peut-être la prochaine fois, Jérôme, on ira tous les interviewer et puis nous raconterons la grande histoire, les 37 éditions du Tour du Finistère. Merci à eux d'avoir joué le jeu. Alors c'est aussi le privilège, l'avantage de ces années après Covid où on a pris l'habitude de témoigner, de travailler par images interposées, par vidéo, faire des réunions par Zoom. Et finalement, cette chose qui pouvait être frustrante nous permet quand même de faire des liens. Et le fait qu'ils ne puissent pas être présents physiquement nous permet quand même d'avoir leur témoignage. Et c'est ça que je voulais. Je vais me permettre maintenant aussi de présenter un peu plus Roger Leger. Ça a été fait par Thierry, bien entendu. Mais Roger, je le connais depuis très très longtemps puisque je l'ai connu manager d'équipe. Je connaissais son histoire, surtout que j'ai l'historien du vélo, Patrice Onfray, encore une fois, le trésorier de l'association avec qui je partage un bureau à Paris et qui me raconte toujours pourquoi, à quel moment est-ce que Roger Leger de l'équipe Peugeot est devenu directeur sportif et puis manager, et puis après il y a eu Z, après il y a eu Gann, après il y a eu Crédit Agricole, et justement c'est
grâce à cette histoire-là, ça avait du sens, puisqu'il a dirigé pendant 10 ans l'équipe professionnelle Crédit Agricole, une immense équipe professionnelle française, avec de très très grands champions, des maillots jaunes, et puis auparavant des belles épreuves, des Tours de France, avec d'autres champions. En tout cas, ça faisait aussi le lien avec l'histoire de Cyril, indirectement, parce que il se trouve que pendant ces 10 ans, c'était certainement 10 belles années d'exercice, du management dans une équipe professionnelle, à l'époque où le vélo, où de plus en plus d'argent arrivait, où les exigences d'ailleurs étaient de plus en plus professionnalisées. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que comment l'histoire naît, sachant que le Tour du Finistère, d'une certaine manière, n'existerait pas sans le Crédit Agricole. La Coupe de France n'existerait pas sans le Crédit Agricole, puisque tout ça était de l'initiative de Roger Leger lui-même. C'est lui qui a créé la Coupe de France grâce au Crédit Agricole, qui était donc le partenaire de la Ligue nationale de cyclisme. Enfin, peut-être pas exactement, il va nous préciser. Mais en tout cas, de nous faire déjà un petit raccourci de cette histoire avec le Crédit Agricole, comment ça a commencé et puis comment ça a fini. Certainement, c'était une belle histoire du début à la fin. Oui, c'était vraiment... Crédit Agricole, c'est vraiment une belle histoire pour moi, évidemment pour le cyclisme aussi, parce que 10 ans et demi exactement avec le Crédit Agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 18 ans, j'ai quitté l'école, en fin juin, et le 1er juillet, je suis rentré au Crédit Agricole, dans une caisse locale de l'Orne. Et donc, j'aurais pu rester au Crédit Agricole. Sauf que j'étais sélectionné au championnat de France, je n'avais pas d'argent, il fallait que j'aille en train à Port-de-Bouc, où Thévenet était champion de France, et j'ai demandé ma journée, et le Crédit Agricole me l'a refusé. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ANPE, et donc j'ai donné ma démission, j'ai quitté le Crédit Agricole. Et donc, 40 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, de se retrouver à la direction d'une équipe du grand sponsoring du Crédit Agricole pendant 10 ans, la boucle était bouclée. Et donc, comment c'est arrivé? Donc, personne n'est rancunier, ni moi, ni le Crédit Agricole, c'est la preuve. Et donc, comment c'est arrivé? C'est vrai que j'étais à la recherche d'un partenaire, l'après Peugeot, évidemment, l'après Z, tu en as parlé, l'après Gann, et j'étais président de la Ligue, c'est là que ça a commencé. C'est vrai que j'ai créé la Coupe de France, ailleurs avec Jean-Paul, parce que c'est au tout début, la Coupe de France, il y avait pratiquement pas d'équipe professionnelle à l'époque, vous vous souvenez, l'équipe Gann était la seule équipe professionnelle en France. Il y avait l'équipe Festina, mais elle était en Andorre, et il n'y avait pas d'équipe de deuxième division et tout ça, donc on a créé les équipes continentales, c'est comme ça qu'Aubervilliers est monté en continental, et les organisateurs, évidemment, de l'époque, ramaient, parce qu'il n'y avait pas d'équipe, évidemment pas de coureurs, et c'est très difficile de faire un plateau. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé la Coupe de France pour faire un fil rouge toute l'année, avec une obligation d'inviter, mais bien sûr une obligation de participer et d'encourager les clubs à monter en division supérieure. Et donc, c'est à cette époque-là que j'étais Z Peugeot, avec Peugeot, et on a commencé la Coupe de France Peugeot. Crédit Agricole est venu après. Et donc, c'était la Coupe de France Peugeot. Peugeot a arrêté le cyclisme. On a fait une année à vide, la Coupe de France, et on a fait 100 partenaires. Et après, sollicité le Crédit Agricole, et Crédit Agricole a fait la Coupe de France Crédit Agricole. C'est vraiment le tout début de la Coupe de France. Et après, évidemment, on a approfondi un peu le dossier du cyclisme, et il y avait une concomitance, évidemment, avec la Coupe du Monde. Vous vous souvenez, 98, il y avait la Coupe du Monde de foot, où Crédit Agricole était partenaire majeur de la Coupe du Monde. Et donc, et on ne pouvait pas, et moi, alors c'est une belle histoire aussi, parce que belle histoire avec le Crédit Agricole. Parce que Gann s'arrêtait fin 97, d'accord? Et Crédit Agricole était engagé jusqu'à juin 98 avec le foot, avec la Coupe du Monde, qui était juillet, début juillet, quoi. Et donc, le Gann voulait s'arrêter, et Crédit Agricole voulait recommencer en 1er janvier 99. Il manquait une année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le patron du Crédit Agricole, du Gann et du Crédit Agricole, à l'époque, M. Barsalou et M. Et donc, les deux se sont rapprochés. Et donc, le Gann a continué 7 mois
Et le Crédit Agricole a avancé 5 mois. Mais, et ça s'est fait entre eux? Est-ce qu'il y a eu une négociation? Comment tu as intervenu pour faire ce joint? Ça s'est fait parce que tout le monde voulait que l'équipe continue. Le Crédit Agricole voulait vraiment reprendre l'équipe, voulait vraiment avoir la continuité de l'équipe, et le GAN, il ne voulait pas rester. On a tellement fait des belles choses avec le GAN aussi, et l'après-Z. Et donc, on va trouver une solution pour cela. Donc, le Crédit Agricole m'avait proposé, écoutez, vous gardez une petite structure pendant une année, puis vous revenez l'année d'après. Non, parce que les coureurs, ils vont partir ailleurs, donc je veux garder absolument l'équipe complète et qu'on soit compétitif d'entrée. Et donc, ça fait vraiment une belle histoire, parce que je crois que vous venez du Crédit Lyonnais. Voilà. Et donc, on a été les premiers, donc Crédit Lyonnais, sponsor historique du Tour de France, donc maillot jaune Crédit Lyonnais. Et nous, avec Crédit Agricole, on a pris le maillot jaune, et on avait Crédit Agricole ici et Crédit Lyonnais ici. Et donc, ça a été pour la direction quelque chose de fort, d'un moment fort. Alors, tu parles de cette histoire, de cette très belle histoire, et elle se finit un jour. Comment est-ce que, lorsque tu as un partenaire aussi important, sachant que ça marquait, peut-être le sentais-tu ou ne le sentais-tu pas à l'époque, que ce serait peut-être la fin de ton parcours de manager puisque tu n'avais pas trouvé de repreneur. Est-ce que déjà le Crédit Agricole, disons, bon voilà, on a fait 10 ans dans le vélo, on est très content, on a d'autres priorités. Comment tu t'es préparé à ça? Comment as-tu tenté de trouver un autre partenaire et à quel moment tu t'es dit non, allez, c'est bon, c'est peut-être la fin du chemin, c'est peut-être mieux comme ça? Bon, il faut dire que j'ai eu 4 expériences comme ça, parce que j'ai eu la fin de Peugeot, donc une équipe centenaire, Peugeot, l'équipe Peugeot, l'été du siècle, des 2 siècles avant, le début, et donc on a fermé Peugeot ne pouvait plus, Peugeot Cycle ne pouvait pas supporter avec la tapis la montée des budgets, donc c'était pas jouable, et donc là j'étais à la recherche de partenaires, et donc en 1 mois, j'ai convaincu M. Zanier pour faire l'équipe Z, avec qui on a gagné le Tour de France avec Greg LeMond, et après l'équipe GAN, après Z, et après Crédit Agricole. Et donc, moi, en tant que manager, un peu comme les coureurs, on est en contrat à durée déterminée. On a passé la vie en contrat à durée déterminée, y compris parce qu'on dit on a fait 11 ans avec le Crédit Agricole, oui, sauf qu'on négocie tous les 2 ans. Tous les ans. On est toujours en train de dire, bon, est-ce que ça a été bien, est-ce que ça a été mieux, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, et tout ça. Donc, on est arrivé à 11 ans, 11 ans. Et évidemment, se posait la problématique de la continuité. Mais si vous faites un tout petit peu d'histoire, 2008, vous vous souvenez, les subprimes, le business était arrêté complètement. Donc il n'y avait aucune décision de prise dans les business des grandes sociétés. C'était, attendez, on ne sait pas où on va. Et donc j'avais beaucoup de contacts avec des grandes sociétés, mais les noms Roger revenait parce que là, on ne sait pas. Et donc, mais pour répondre vraiment à ta question, c'est un métier où on va tout faire pour trouver un partenaire, mais il n'y a pas de honte à ne pas trouver. C'est comme ça fait partie des règles. C'est pareil un peu quand on est coureur, on est contrat d'1 an, contrat de 2 ans, avec un sponsor on a un contrat de 3 ans, mais au bout d'1 an il n'y en a plus que 2, puis au bout de 2 il n'y en a plus qu'un, et donc on est toujours comme ça. Donc il n'y a pas de honte de ne pas trouver. Par contre oui, j'ai tout fait pour évidemment continuer, mais déjà tu connais l'équipe qui a été historique, j'avais des salariés, enfin de l'encadrement de 30 ans, 35 ans dans la maison, et donc j'avais déjà anticiper un petit peu le fait de trouver un sponsor, de trouver un partenaire, et que ce serait Serge Bechery qui aurait pris la direction sportive, moi je me serais mis un petit peu en retrait, donc la continuité était assurée, au moins techniquement. Ça s'est pas fait, et donc on va dire le hasard fait que j'avais mes trimestres, j'étais à 60 ans, et j'avais pas le choix, parce que de toute façon, quand on n'a plus de partenaire, l'équipe arrête. C'est la grande difficulté dans le cyclisme. C'est qu'on a un partenaire, on existe, on n'a pas de partenaire, on n'existe pas. Il y a beaucoup de sports collectifs où il y a quand même beaucoup de collectivités, beaucoup d'engagements qui perdurent, alors plus ou moins haut, plus ou moins comme ça. Nous, si vous prenez Cyril Guimard, c'est mon grand Cyril, il était comme moi, il a fait un parcours de manager, puis un jour il n'a pas trouvé, bon, c'est fini, puis c'est fini, on ferme, on vend, on ferme et tout ça. Donc ça a été la même chose. Donc moi, personnellement, j'étais vraiment prêt donc à trouver un partenaire, prêt à continuer un petit peu, mais aussi à lâcher un petit peu, parce que bon, j'avais quand même mis les mains dans le cambouis pendant quelques années quand même. Alors, et c'est là qu'une nouvelle mission est née, la tienne,
en créant le MPCC, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le mouvement pour un cyclisme crédible. Pourquoi, à un moment donné, t'es-tu lancé dans ce défi? Parce que ça veut dire aussi aller au combat, ça veut dire aussi être confronté à des décisions, à des règlements, des réglementations, à des institutions, que ce soit l'UCI, que ce soit l'AMA, que ce soit toutes ces choses-là, et puis même les tiens, c'est-à-dire que tes anciens collègues, les directeurs sportifs, les managers, quel a été vraiment le déclic qui a fait que tu t'es dit ce combat vaut vraiment d'être mené? Est-ce qu'il y avait un moment décisif? Est-ce que d'après toi c'était indispensable pour que le vélo vive ou survive? Alors, pour moi c'était assez simple parce que la lutte antidopage elle existe et l'image du vélo, il a été chahuté quand même pas mal dans la fin des années 90 et début des années 2000, il a été chahuté, trop chahuté, et c'est pas bien. Donc on ne peut pas continuer avec un sport majeur chahuté comme ça. Et j'ai une intime conviction, pour les raisons que j'ai quand même été 26 ans manager d'équipe, et l'intime conviction, je suis persuadé que c'est le manager qui a les clés. Les règles antidopage, elles existent. L'AMA fait des listes internationales pour tous les sports, fait des règles et tout ça. Ok, mais celui qui a la clé et le pouvoir de faire plus, c'est le manager. C'est lui qui embauche, c'est lui qui choisit son médecin, c'est lui qui choisit ses coureurs, c'est lui qui peut ne pas sélectionner, c'est lui qui peut licencier, et c'est lui qui peut ne pas engager. Personne ne peut le faire. L'AMA ne peut pas le faire, l'UCI ne peut pas le faire, notamment un coureur qui est pris par la patrouille avec, je sais pas, transfusion EPO, il va être sanctionné, d'accord, mais l'équipe n'est pas obligée de le licencier, on peut le garder. Et les droits de l'homme fait que quand vous avez payé votre dette, c'est fini. C'est fini. Donc il peut recommencer à courir. Et nous, les managers, avec l'historique de notre sport, avec le chahut qui a été fait, c'est de dire, écoutez, nous, on ne peut plus faire ça, c'est pas possible. Et donc, parce que ça existait, encore en 2007. En 2007, il y a encore des coureurs qui étaient dans l'affaire Puerto, qui ont des managers engagés. On dit, c'est pas possible de faire ça. Donc les managers ont le pouvoir. Et donc, j'ai créé le MPCC avec des collègues français et étrangers d'ailleurs, et avec quelques règles, parce que bon, ça faisait pour certains une charte supplémentaire, vous savez, on en a tous, hein, tu rapportes, mais je dis, écoutez, non, c'est pas du tout pareil, vous allez voir, on va vous mettre les règles, je m'engage à respecter les règles, déjà c'est déjà le minimum, et après, si un coureur, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de dopage, il n'y a pas de dopage. Par contre, il va y en avoir, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Hein, on ne va pas laver plus blanc que le blanc. Dans toutes les sociétés, dans toutes les bonnes bouteilles de vin, il y a de la lie un petit peu au fond, mais elle est bonne, la bouteille. Et donc, par contre, si ça arrive, vous verrez, le coureur ne courra plus en attendant la fin de la procédure. S'il est suspendu plus de 6 mois, il sera licencié. En dessous de 6 mois, on considère que c'est une petite nain. Il sera licencié. Et l'équipe d'à côté s'engage à ne pas le prendre. C'est-à-dire que sa carrière est terminée. On ne peut plus entendre des messages de dire « je ne savais pas, on ne m'a pas prévenu ». Non. Maintenant, il y a trop toutes les équipes ont 7 médecins par équipe, ils sont des assistants, des trucs et tout ça. Donc, et donc on se retrouve maintenant, le MPCC est à 70% de managers qui sont membres du MPCC. Et je pense que c'est vital pour le sport aussi, parce que tout le monde le comprend. On est la seule association internationale reconnue par l'Agence mondiale antidopage. On est la seule association internationale, tout sport confondu, AITA, International Testing, qui contrôle dans tous les sports du monde entier, en relation avec eux, avec l'UCI, et beaucoup aussi avec la Société Tour de France, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui a aussi un vrai support, qui, elle, s'engage, par exemple, à ne prendre dans son épreuve que notamment dans les wildcards, hein, pas dans le Tour de France, on est obligé de prendre des invités, il n'y a pas de choix, et dans les wildcards, là, par contre, Christian Prudhomme ne prend que des équipes membres du MPCC. Alors, pourquoi c'est important? Je pense que ça, au niveau, là, j'en reviens aux partenaires, aux sponsors,
C'est de dire, tout est là, moi j'y connais rien, je fais les uns font de la banque, de l'assurance, les autres font autre chose, moi c'est pas mon métier. Par contre, avec une équipe qui s'engage à faire ça, ça veut dire que c'est comme n'importe quelle société, on n'a pas le droit de piquer dans la caisse, on n'a pas le droit de faire des choses, et bien eux ils font pareil. Et donc il n'y a pas du tout de lézard là-dessus, et donc ça crédibilise vraiment l'action des managers auprès des partenaires, et aujourd'hui, je crois que ça crédibilise le sport, le cyclisme auprès des journalistes et aussi auprès du public. Je crois qu'aujourd'hui c'est important, et je suis assez fier parce que c'était pas simple, et c'est surtout la reconnaissance des instances mondiales de dire bon, vous êtes les seuls à le faire et on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on anticipe, on sait que de tout sport, je ne parle pas du cyclisme, mais tout sport confondu, on sait que c'est toujours une lutte, une poursuite entre les tricheurs et les... parce que bon, le cyclisme, dans l'image et le dopage, on est au niveau des contrôles, enfin des affaires, on est le 6-7e sport, alors qu'on est le 2e sport majeur, quoi. Eh bien non, on est 6-7e, les premiers c'est l'athlétisme, ils ont 5 fois plus d'affaires, 5-6 fois plus d'affaires que nous. Il y a beaucoup de sports devant nous, même si nous on traîne toujours un peu cette histoire-là, c'est d'essayer de redonner vraiment vraiment cette image crédible de notre sport. Et je crois qu'il y participe, et je pense qu'aujourd'hui c'est une association qui est incontournable dans le paysage cycliste. Merci une nouvelle fois pour ce magnifique témoignage, Roger, pour cette association qui a été créée le 24 juillet 2007. Et on parlait tout à l'heure des équipes professionnelles et étrangères, la G2R Prévoyance, Agritubel, Bouygues Télécom, il y avait Cofidis, Crédit Agricole était présent, Française des Jeux, et Gérald Steiner qui était aussi présente sur ces 7 équipes, donc félicitations. On peut vous applaudir parce que le MPCC c'est une vraie philosophie, et vous en êtes le parfait initiateur, et merci. On peut vous applaudir, monsieur Roger Leget. Alors, Marc, on arrive quand même à un moment important, parce que quand on entend Roger nous en parler, il y a quand même un lien étroitement proche qu'on peut faire avec le Tour de Finistère, et il n'y aurait pas une petite annonce à nous faire? Oui, parce que justement, à cause de, et tu l'as très bien dit Roger, crédibiliser ce sport c'est important. C'est important vis-à-vis de la presse, c'est important vis-à-vis des téléspectateurs, des spectateurs, et donc du public. Et en tant qu'organisateur, il me semblait important aussi d'être impliqué dans ce combat. Nous sommes, nous aussi, en tant qu'organisateurs, garants d'une certaine image du sport, puisque nous proposons un spectacle. Et ce spectacle, il faudrait qu'on puisse, je dirais, à 98%, on va être sûr de ces acteurs, en tout cas de ceux qu'on a engagés, qui viennent et qu'on paye. Et c'est pour cette raison que, et je sais que ça se fait au fur et à mesure, le MPCC est très proche du Tour de France, de ASO, mais en tant que petit organisateur, je trouve que c'est capital maintenant. Si beaucoup d'équipes ont ce logo MPCC maintenant présent ou sur le maillot ou sur les voitures pour dire leur attachement et leur volonté de garder la lumière allumée, qui est d'une certaine manière la phrase leitmotiv de Roger depuis longtemps et que tout le monde reprend, Christian Prudhomme chaque fois d'ailleurs à chaque présentation, mais je voulais, et pas symboliquement, véritablement, formellement, faire en sorte que le Tour du Finistère s'inscrive dans cette démarche et dans cette volonté. Alors on ne pourra jamais lutter contre tous les tricheurs, il y en aura comme dans tous les sports, et ça tu l'as très bien dit, mais si on pouvait être attentif, aux aguets, et surtout garantir le maximum de probité au public qui vient sur le bord des routes, je trouvais que c'était essentiel, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au MPCC, j'ai présenté la candidature du Tour du Finistère, et le conseil d'administration du MPCC a validé à l'unanimité l'adhésion du Tour du Finistère, ce qui fait que ce soir, et officiellement, nous officialisons, je dis 2 fois le même mot, hein, c'est pour bien appuyer, notre adhésion au MPCC. Alors là, je m'embrouille, hein, je suis un peu confus, mais vous avez bien compris que maintenant le Tour du Finistère et le MPCC seront associés à cet événement pour continuer le combat. Voilà, continuons le combat d'une certaine manière, et continuons le spectacle aussi.
Et c'est effectivement, Marc, il y a de l'émotion parce que ça a toujours été ancré en toi, le fait d'avoir un cyclisme crédible, et l'association porte les vraies valeurs, donc ça tombe plutôt bien. Alors, vous savez qu'il nous manquait encore un coureur, parce qu'on a parlé de quelques coureurs qui sont nés en Bretagne. D'ailleurs, tu es là. Mais on va prendre un peu de hauteur. Alors oui, je sais, le Finistère, il y a le Finistère Sud, le Finistère Nord. Eh ben, on va peut-être mettre en valeur un natif de Brest. Parce que celui-là, il est quand même plutôt pas mal aussi. Un petit Valentin Madois, ce serait sympa de l'avoir aussi en mot du coureur. Et je sais qu'il ne sera pas tout seul parce qu'on aura peut-être un certain Benoît. Je commence par un C, on finira par un Y. Je vous en dis pas plus parce que eux vont le dire dans quelques instants en images. Bonsoir à tous, c'est Benoît. Du coup, je suis content de vous faire un petit message pour le Tour du Finistère et vous évoquer ce que cette course me rappelle, avec un début de saison en 2021 qui était très compliqué pour moi et une blessure au genou, et après un retour à la compétition et assez vite la victoire au Tour du Finistère avec une montée finale, je me rappelle, très compliquée. C'est la première fois que je participais à cette épreuve, on en avait beaucoup parlé, et en tout cas c'est vrai que le final est très puncher et j'avais pris beaucoup de plaisir. Et donc je vous souhaite à tous une bonne édition 2023, bien sûr aux partenaires, aux collectivités et à tous les bénévoles et organisateurs qui œuvrent à cette épreuve. Donc voilà, bonne soirée à vous et à bientôt. Un petit coucou à tous les bénévoles et tous les organisateurs du Tour du Finistère. Malheureusement cette année je ne pourrai pas être parmi vous, mais je serai parmi vous dans la pensée, je suivrai la course avec attention. En tout cas, merci de pouvoir organiser cette belle épreuve qui compte beaucoup dans le Finistère, et j'espère que les bénévoles seront nombreux et que vous allez avoir une très belle course avec un beau plateau, mais je ne me fais pas de soucis pour ça. Bon courage à tous et j'espère à l'année prochaine. Salut. Allez, Valentin Madois, le Brestois, qui avait terminé 11e du dernier Tour de France avec Benoît Cosnefroy. Alors, on voit, et pour faire la conclusion de cette soirée partenaire, Marc, il n'y a pas grand écart quand même entre, on va dire, le cinéma et le sport. On sent que tu maîtrises les deux, et on a l'impression que c'est ce qui va nous faire vivre les prochaines éditions. On sent aussi qu'avec nos partenaires, il y aura des nouveaux soutiens. Tu joues quand même sur les deux, et plutôt pas mal, parce qu'on a peut-être de bonnes annonces aussi à vous annoncer ce soir. Absolument, mais avant d'ailleurs, ça, tu vois, j'insiste aussi sur annonce. Absolument, annonce. Et au-delà de l'annonce, il y a les faits. Et les faits, parce que nous allons signer devant vous, avec Roger, la convention d'adhésion, déjà, tout de suite. Et après, je vous raconterai la fin de l'histoire. Roger, si tu veux bien venir. Mesdames et messieurs, on peut applaudir voilà. la signature officielle de l'adhésion du Tour du Finistère, où on va retrouver la lutte pour la crédibilité du cyclisme. Merci Marc, vraiment de l'adhésion du Tour du Finistère. Vous rejoignez les grands organisateurs. Vous savez que la Société du Tour, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a déjà beaucoup d'organisateurs. Mais je parlais tout à l'heure du MPCC en disant que les managers ont un vrai rôle. Alors j'étais vraiment, je n'ai pas tout dit quoi. Les organisateurs ont un vrai rôle aussi, et tu l'as très bien expliqué en tant que patron du Finistère, mais nous avons aussi des présidents de fédérations, c'est-à-dire qu'on a des fédérations nationales qui sont évidemment membres avec l'AMA, enfin des instances internationales, mais qui sont membres du MPCC. La France, le Luxembourg, l'Israël, enfin, on a 7-8 fédérations. Et aussi, on a des coureurs. Parce qu'on accueille vraiment toute la famille cycliste, et on a plus de 500 coureurs qui sont membres du MPCC. On a plus de 500 assistants, c'est-à-dire des médecins, des kinés, qui s'engagent à respecter les règles et à promouvoir des règles éthiques. Donc c'est vraiment le MPCC maintenant, vraiment avec beaucoup, on a une 60aine de médecins. Donc c'est vraiment une famille qui couvre toutes les professions du cyclisme en aide à l'AMA, en aide à la lutte antidopage. Et donc merci vraiment Marc je suis très fier de participer à cette mission. Voilà, c'est Roger Leger, voilà, président du MPCC. Allez, on va une nouvelle fois vous applaudir parce que ça va être aussi une force pour ce mouvement pour le cyclisme crédible. Merci, messieurs. Voilà, je te donne ton exemplaire. Tu peux rentrer avec
à la maison. Oui. Alors, ce lien dont tu parlais, oui, le lien du théâtre, du cinéma avec le vélo, oui, pourquoi pas. Et grâce à Guillaume, alors là c'est Guillaume de Tonquédec qui me disait mais moi je peux faire quelque chose pour toi, je peux faire quelque chose pour toi. Et il a parlé de ça lors d'une présentation d'un film qu'il faisait à Quimper, et avec l'exploitante et puis l'exploitant des cinémas locaux. Il a dit mais qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, aidez-le, aidez-moi à l'aider. Et c'est là qu'il a parlé à Arnaud Vèbre, qui est responsable des Cinévilles, qui a dit ben, moi, ce que je suis prêt à faire, c'est offrir mon écran avant chaque séance à un spot. Voilà, ben, faites un spot de présentation et puis je le diffuserai gratuitement. Ça a l'air de rien, mais ce genre de partenariat, ce sont ces petits coups de pouce comme ça qui font que, ben oui, deux univers peuvent trouver un intérêt. Ça ne veut pas dire que Arnaud Vèpre connaisse particulièrement le vélo, mais il connaît Quimper, il connaît la région, il connaît la difficulté que c'est de faire un événement. Et si à un moment donné, le cinéma et un écran peut permettre à l'événement que nous sommes de se faire connaître, de se montrer un peu, et ben c'était l'occasion. Et on va vous présenter tout simplement, alors c'est très modeste bien entendu, hein, c'est un petit clip qui a été réalisé par Jérôme Classe, ici présent. Une fois encore, j'ai prêté ma voix, hein, autant qu'à faire, autant utiliser les qualités qui sont les siennes, pour faire ce petit clip qui sera présenté pendant les 15 jours, je crois, précédant l'épreuve, avant systématiquement chaque séance. Je crois que c'est un beau cadeau et on peut remercier infiniment cet exploitant de nous l'offrir. Une ville, un parcours, des coureurs, du public, des paysages. Une victoire. Le 13 mai, venez assister au 37e Tour du Finistère cycliste. Voilà, c'est tout simple, mais bon. C'est un moment important parce qu'on arrive au terme de cette soirée des partenaires auxquels on va vous inviter à prolonger les échanges ensemble auprès d'un verre, un cocktail offert par le Crédit Agricole. Mais avant, Marc, pour faire cette conclusion, on a senti quand même, on n'a pas parlé de cette question, mais elle m'a touché lorsque j'étais sur un autre événement sportif qui était en début d'année ici à Quimper, et je te sentais anxieux, je te sentais en me disant j'ai peur de ne pas relever ce lourd fardeau parce que pour moi c'est toute ma passion, et j'ai peur que si les partenaires ne me soutiennent pas ou j'ai plus de difficultés, j'ai peur de faillir à ma tâche. Et je t'ai suivi, j'ai senti que ça allait mieux en mieux. Mais on a l'impression que c'est sans cesse, ce que disait Roger, un sans cesse renouvellement, c'est un CDD. Mais pour toi, c'est un CDD qui dure, il dure pas de 2 ans, mais il faut toujours sans cesse travailler tous les jours. Oui, bien sûr. Le handicap, et ça je l'avais déjà dit l'année dernière, c'est que je ne suis pas quimpérois du tout, je ne suis pas breton, je suis parisien, mais j'aime le vélo. Donc le vélo, il est national. Il se trouve que là, c'est à Quimper. Oui, je suis venu sur cet événement qui est, pour ne pas le citer, l'Open de tennis de Quimper, un grand événement. Alors j'étais très admiratif, j'arrivais dans ce lieu avec tous les panneaux des sponsors, ils en avaient 10, 20, 30, 40, 50, et avec Christelle qui me présentait des gens en disant ben voilà, machin, il est très important, et puis un autre, et j'y allais très timidement, hein, d'ailleurs, j'avoue, avec beaucoup de trac, j'étais très anxieux, parce que je ne suis pas connu, et je comprends qu'on ne sache pas et qu'on puisse ne pas me faire confiance qui je suis, je ne suis pas d'ici, Jean-Paul était d'ici, Jean-Paul pouvait participer à toutes ces choses-là, donc les peu de contacts que j'ai eus et qui se sont concrétisés avec certains, et ça je les remercie infiniment, m'ont donné un petit peu confiance pour l'avenir. En tout cas, 2023 aura lieu et 2024 aura lieu également, et longue vie au Tour du Finistère, comme le disent tous mes amis. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, avec nos différents
partenaires à la fois privés et institutionnels, la région Bretagne, le conseil départemental du Finistère, la ville de Quimper et la ville aussi de Saint-Évarzec qui est avec nous, si je ne me trompe pas aussi. Alors, on a ce moment important qui va être la suite, les échanges entre nous. Roger, Cyril, on va refaire le monde autour d'un verre. Nous sommes extrêmement ravis. Sachez qu'il y a une personne qui vient de m'envoyer un petit SMS. C'est Daniel Manjas, d'accord, qui vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouvera tous les deux le 13 mai prochain pour cette 37e édition. Merci beaucoup. D'une catégorie. Pour le small, on ne peut pas descendre. Pour le small, pas une cestieux à la banque. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Avec les caméras, je peux faire lui, il a crevé après derrière. Ils auraient fini sans doute à deux. Parfois, j'ai du temps. C'est le alors, c'est là où tu as toute la différence, c'est que si admettons, tu as la nouvelle salle qui devrait arriver, je pense qu'Arzel aura ce choix-là d'emploiement très des gens français. Jamais, là, jamais c'est